En ce moment, tous les indicateurs sur la planète, toutes les études montrent que dans les prochaines années, les maladies mentales seront l'un des plus gros problèmes de l'humanité. Les pourcentages, les scientifiques annoncent des pourcentages horribles. Je ne sais pas si on va atteindre ces pourcentages. Si on atteint ces pourcentages, il n'y aura pas moyen de vivre ici, parce qu'ils disent qu'en 2045, 50% de la population pourrait avoir besoin d'être traitée pour corriger une maladie mentale. 50%. Eh bien, l'administrateur de la santé des États-Unis a déclaré qu'un Américain sur deux se sent seul actuellement. Si 2 d'entre vous est assis ici et qu'un d'entre vous se sent seul, que diable se passe-t-il pour l'autre? La solitude, vous devez le comprendre, est la période d'incubation de la maladie mentale. Si vous commencez à vous sentir seul, assis ici parmi des gens, vous vous sentez seul, sachez que vous concoctez une maladie et qu'elle va arriver tôt ou tard. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une pandémie de santé mentale. Mais quand la pandémie du Covid faisait rage en 2020, au Japon, plus de personnes se sont suicidées cette année-là que de personnes qui sont mortes du Covid. Donc, on n'a pas vraiment besoin du virus. On peut le faire nous-mêmes, auto-assistance. Donc, on est sur ce carrefour parce que il y a divers aspects sociologiques, technologiques, beaucoup d'aspects. Un aspect important que l'on doit comprendre, c'est que il n'y a pas assez de force dans la nourriture que l'on consomme, un manque de micronutriments. Comme on l'a dit bien des fois, de nombreuses études ont été faites. L'une d'elles dit que, en 1920, si tu mangeais une orange, en Californie, la quantité de nutriments que tu en retirais, si tu veux en retirer la même quantité aujourd'hui, tu dois manger 8 oranges. 8. Une orange grosse comme ça, 8. Pour en tirer la même chose. Parce que le sol est appauvri. Il n'y a pas assez de micro-organismes. Quand on dit micro-organismes, laissez-moi vous parler un peu de leur histoire. Quelque part, on ne sait pas exactement. Des gens disent il y a 1 milliard d'années, d'autres disent bien plus. On ne sait pas. Je n'ai même pas compté le nombre d'années que j'ai vécu, donc je ne vais pas compter le nombre d'années de la Terre. Mais quoi qu'il en soit, il y a longtemps, une algue très maligne, ou peut-être un champignon, parce que on croit qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux. Ces différenciations sont arrivées bien plus tard. L'un d'entre eux, qui était très malin, a découvert une méthode grâce à laquelle il peut cuire ses aliments en utilisant le soleil. Ce phénomène, aujourd'hui, on l'appelle photosynthèse. Cette histoire d'énergie solaire ne date pas d'après l'installation d'un panneau solaire sur votre maison. Ceci est le premier panneau solaire, une feuille verte. Et à partir de là, toute autre vie, y compris vous et moi, nous sommes tous une conséquence de ce phénomène formidable appelé photosynthèse. Mais au cours des 1000 dernières années, la photosynthèse sur la planète a diminué de 85%. 85. Cette activité absolument élémentaire, nécessaire à la vie sur cette planète, a diminué de 85%. En moyenne, 27 000 espèces de micro-organismes disparaissent chaque année. Espèces, pas organismes. À ce rythme, on prévoit que dans les 15 à 25 prochaines années, la trame de la vie fondamentale que sont ces organismes, il y aura des trous dedans. Une fois qu'ils arrivent, déjà des trous commencent à arriver. Quand cela arrivera, le logiciel humain va commencer à s'effriter, ce qui a commencé à arriver déjà. Cela pourrait atteindre un certain niveau de dynamisme dans les 15 à 25 prochaines années, si on ne fait pas les bonnes choses pour les sols, en réintroduisant de la vie en eux. Les sols, ce n'est pas l'agriculture.
Les sols, c'est le processus de la vie, parce que le processus fondamental de la vie est là. Les vies fondatrices sont là. Même votre corps est constitué à quasiment 60% de micro-organismes, à seulement 40% de la génétique de vos parents. Vous devez rappeler ça à vos parents. Eh bien, il y a presque 18 ans, quand quelqu'un a parlé du biome intestinal et de son importance pour digérer et faire certaines choses et beaucoup d'aspects, j'ai dit, pas seulement dans les intestins, il y a des micro-organismes dans tout le corps, y compris votre cerveau. Cette affirmation m'a attiré beaucoup de ridicule. Les gens riaient, « Oh, que c'est-il? C'est de la pseudo-science, le cerveau a des écrans, aucun organisme ne peut y entrer. » Mais aujourd'hui, les meilleurs scientifiques au monde disent que, quel que soit ton microbiome intestinal, ses cousins sont présents dans ton cerveau. Si tu ne traites pas ces gars comme il faut, ils disent à leurs cousins, « embête-le ». Et alors tu passes par toutes sortes de souffrances, parce que les micro-organismes te disent « mange bien, parce que nos cousins ne sont pas heureux ici, et on va s'assurer que tu ne sois pas heureux ». Eh bien, ceci va prendre de l'ampleur. Donc, il y a certaines choses que vous devez faire. Une chose, c'est qu'évidemment, on s'efforce de changer la politique sur la planète. Un certain mouvement a lieu, au moins les discours commencent à changer, l'action doit encore arriver. Un peu d'action a lieu dans quelques pays. On a déjà parlé aux pays hôtes de la COP 29, l'Azerbaïdjan, et ils souhaitent beaucoup voir les discours se concentrer bien plus sur les sols. Si vous ne savez pas cela, à la COP 28, où l'on vient d'aller, un des événements par l'ONU s'intitulait « Les sols, la superstar ». Il y a 2 ans, ils n'existaient pas, maintenant ils sont une superstar, grâce à vous tous et à des millions et des millions de gens qui se sont engagés, mais le travail n'est pas fini. Chaque jour, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, quelque part, tapez « Sauvons les sols ». Dites « Sauvons les sols » quelque part, sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, faites-le. Parce que c'est important pour faire bouger les gouvernements. Et si vous avez un petit jardin, ou même si vous avez juste... Si vous vivez dans un appartement, votre jardin c'est 2 pots humides et un sec, peu importe, le sol que vous avez, voyez comment augmenter son taux de matière organique. Ça ne fera peut-être pas de différence dans le monde, mais ça fait une différence que vous soyez engagé. Votre engagement fait une différence dans votre vie. Ceci est l'expérience de la vie humaine. Ceux qui ne s'engagent pour rien voient toujours des obstacles où qu'ils aillent. Tout ce qu'ils veulent faire, ils pensent, « Cette personne ne me le permet pas, cette situation ne me le permet pas, cette loi ne me le permet pas. » Mais pour ceux qui sont engagés, l'échec n'existe pas. Il y a juste beaucoup de leçons à apprendre en chemin, mais pas d'échec. Je veux que vous viviez une vie qui ne sait pas ce qu'est l'échec. Beaucoup de choses n'arriveront peut-être pas, mais ce n'est pas un échec. On a appris une façon de plus de faire mieux. Donc pour que cet engagement arrive en vous, au moins un pot de sol, enrichissez un peu son taux de matière organique. Ajoutez-y quelque chose pour qu'il y ait plus de vie. Ceci est votre engagement. Ce n'est pas une solution, mais votre engagement est une solution. Faisons en sorte que cela ait lieu. Le Big Bang est la description de Shiva. Shakti est arrivé, il s'est réveillé et il a rugi. On a inventé des choses qui n'existent pas et on les a rendues réelles. Les scientifiques se demandent, l'existence est-elle vraiment là ou pas? Ils ne sauront jamais s'ils n'abandonnent pas leur méthode actuelle d'exploration. Ils disent que le temps a commencé avec le Big Bang qui est sorti du néant. Mais quelle est la vraie nature du temps et de l'espace? Pour mesurer le temps, à une époque on utilisait des sabliers, vous savez? Du sable. C'était comme le calendrier Maya.
ça finirait par manquer de sable à un moment. 2012. Ensuite, ils ne savent pas quoi faire. Puis, on a vu les limites de quelque chose se déplaçant d'un endroit à l'autre, et on a mis en place ces horloges, qui sont cycliques. On a compris qu'une fois que c'est un cycle, on peut le faire durer pour toujours, du moins pour toujours dans notre contexte, dans le contexte de la vie humaine, pour toujours. On a encore des horloges de grand-père, bien que les grands-pères soient morts. Les horloges sont encore là, elles fonctionnent encore, n'est-ce pas? Le grand-père a cessé de faire tic-tac il y a longtemps, mais son horloge fait encore tic-tac. Donc, on a compris la durabilité, l'endurance d'un cycle. Donc, on a fait passer l'horloge du sable qui tombe à... Donc, on parle presque parfois d'horloge perpétuelle de nos jours. Les horloges solaires et autres sont censées être perpétuelles. Rien n'est perpétuel. Perpétuel par rapport à la durée de vie humaine, oui. Donc, quand vous avez parlé du Big Bang, Paul Steinhardt, qui a écrit un livre très populaire dans Science Today, a intitulé son livre « Endless Universe ». Toujours, la vision des choses indiennes a toujours dit que l'existence est une existence en perpétuelle expansion. Elle est sans fin, pas parce qu'elle est sans fin, mais parce qu'elle est en perpétuelle expansion. Elle s'étend au-delà de ta compréhension, plus vite que ta compréhension. Donc c'est un univers en perpétuelle expansion. Un univers en expansion perpétuelle est un univers sans fin. Donc tu vois toujours ce symbole du cosmos derrière la tête de Shiva et tout ça. Vous savez, même ceci. Vous voyez? Ça s'étend comme une ondulation parce que cela est le symbole du cosmos, s'étendant sans fin. Mais généralement, dans un cycle. C'est pourquoi tous ces saligrammes, tout ça, sont si importants pour cette culture. C'est parce que ça représente cette symbolique des galaxies ou de l'univers en expansion continue. Donc, Paul Steinhardt a fait des modèles informatiques très intéressants, des simulations du Big Bang. Donc, une fois je l'ai rencontré, et il faisait une conférence montrant ces simulations informatiques du Big Bang. Et la chose incroyable, c'est que ces Big Bang, il dit, et maintenant tous les scientifiques le disent, qu'il n'y a pas eu qu'un seul Big Bang, il y a eu une série de bangs. On a eu une longue discussion, environ 5h30, on a commencé à parler, et vous savez, et tout ce qu'il présente, ou il essaie de montrer, la version simulée du Big Bang, est la description de Shiva, dont on parle tout le temps. C'est incroyable. Et il a dit, c'est une série de bangs, pas un bang unique. Donc je lui ai posé une question simple. Donc si c'est une série de bangs, est-ce que ça pourrait être un rugissement? Voyez, si tu retires le silencieux d'une moto ou d'une voiture, ça ne va pas faire brrr, ça va faire dop 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 dop. Ça fait de grands bangs. C'est comme ça qu'un moteur fonctionne. Vous savez, le moteur à combustion interne détonne. Quand tu accélères, il détonne si rapidement que ça ressemble à un rugissement. Mais en réalité, c'est bang 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 bang. C'est comme ça que le moteur fonctionne. Donc j'ai dit, s'il y a beaucoup de bangs, est-ce que ça pourrait être un rugissement? Puis il a fait tout un calcul scientifique, mathématique sur son ordinateur, et a calculé la période de temps pendant laquelle ces bangs auraient pu se produire. Et il a dit, eh bien, ça pourrait être un rugissement. Je n'avais jamais pensé à ça, mais selon mes chiffres, je ne connais pas les chiffres, je peux à peine compter sur mes doigts, d'accord? Il a produit toutes sortes de calculs et a dit, oui, ça pourrait être un rugissement. Puis je lui ai dit, savez-vous que dans notre culture, dans le mode de vie indienne, en particulier dans le système du yoga, on a toujours dit tout était immobile, primordial,
absolument immobile. Puis, Shakti est arrivé. C'est, en ce moment, ce qu'ils disent en physique, c'est que, dans un état de vide, si tu appliques des forces électromagnétiques, pas à l'intérieur, à l'extérieur, disons qu'il y a une chambre vide, en condition de vide absolu, si tu appliques des forces électromagnétiques ici, pas à l'intérieur, à l'extérieur, immédiatement ici, des protons et neutrons virtuels vont apparaître. Donc en ce moment, ils disent, c'est comme ça que la création a commencé. Il y avait une immobilité absolue, une non-chose qu'on appelle Shiva. Shiva signifie ce qui n'est pas, tout était ce qui n'est pas, puis Shakti est arrivé et a commencé à jouer ici, et il s'est réveillé, et il a rugi. Donc sa première forme, on l'a appelé un Rudra. Le mot Rudra signifie littéralement un rugisseur. Pour la première fois, il a rugi. Quand il a rugi, il a pris la forme d'un linga, un ellipsoïde. C'est le Shiva Purana. C'est ce que les physiciens disent aujourd'hui. Il dit que c'est une série de bangs, c'est un rugissement. Quand il a rugi, une série de formes ellipsoïdes sont apparues, et autour de chaque forme ellipsoïde, des particules ont commencé à se rassembler, et de multiples galaxies sont apparues. C'est ce que dit la physique moderne. Donc cela concerne seulement la matière et l'espace. Donc où est la place du temps? D'où vient le temps? Le temps n'existe pas. C'est seulement parce que votre mental conscient veut tout compartimenter. La nature de l'intellect, c'est que s'il ne coupe pas quelque chose, il ne peut rien comprendre. N'est-ce pas? Voyez, la base même de votre intellect, c'est que il est comme un scalpel qui ouvre tout. Il n'y a que s'il coupe qu'il va savoir, autrement il ne saura pas. Donc, comme on a développé la science moderne à travers le processus intellectuel, notre mode de connaissance est toujours la dissection, n'est-ce pas? Si on veut vous comprendre, on va vous disséquer. Peut-on savoir où est votre pouvoir créatif en ouvrant votre cerveau? Ou en ouvrant votre corps? Ça n'arrivera pas. Mais c'est comme ça qu'on va essayer de le découvrir, parce que c'est la raison pour laquelle la science moderne, avec ses moyens physiques, se retrouve dans une impasse à un certain point. Cela s'est produit il y a quelques années, de nombreuses années. Je ne me soumets plus à de telles indignités. J'étais avec un groupe de personnes et ils ont dit, on veut tester vos ondes gamma. Je ne savais pas que j'avais des ondes gamma en moi. Ils ont dit, non, vous avez des ondes gamma dans votre cerveau, on veut les mesurer. J'ai dit ok, parce que j'avais une obligation envers eux, j'ai dit ok. Donc ils m'ont mis 14 électrodes et ils ont dit, méditez. J'ai dit, je ne sais pas méditer. Ils ont dit, pourquoi? Vous initiez, vous enseignez la méditation à tout le monde? Vous ne savez pas? J'ai dit, je ne sais pas méditer. J'enseigne aux gens, mais moi, je ne sais pas. Puis ils ont demandé, ok, que pouvez-vous faire? J'ai dit, si vous voulez, je peux rester immobile. Puis ils ont discuté, ils ont dit, ok. Donc je suis juste resté immobile. Au bout de 15-20 minutes, ils me frappent avec un objet métallique, à la cheville, au genou, au coude. Au début, j'ai pensé, ok, ça fait partie de leur expérience, et j'ai attendu. Ra